Bonjour à tous, je m'appelle Joseph Richard, je suis interne d'addictologie, interne de psychiatrie actuellement en addictologie, service du professeur Lançon. J'ai choisi de vous présenter euh, une épidémiologie du trouble de stress post-traumatique en population générale. Les, pour définir un petit peu ce sur quoi je m'appuie sur, sur le DSM, sur le DSM pour le diagnostic. Les études en population générale qui s'intéressent au trouble de stress post-traumatique s'appuient majoritairement sur le DSM-4. Donc, on va considérer le PTSD dans l'exception du DSM-4. Là, je vous présente un petit tableau où j'ai pris les différences majeures avec le DSM-5 qui sont pas capitales, qui sont pas énormes. En fait, il y a une clarification clinique de la notion de flashback, mais les événements traumatiques sont les mêmes. Ils doivent simplement plus conduire à une peur intense de l'horreur ou un sentiment d'impuissance dans le DSM-5. Et le DSM-4 ne proposait pas de ne pas diagnostiquer PTSD s'il y avait une autre condition médicale qui pouvait expliquer les symptômes. Là, j'ai mis la définition de l'événement traumatique dans le DSM-5 pour rappel. Donc, la personne peut être exposée directement en étant témoin ou en apprenant qu'un proche a vécu un événement traumatique qui implique une confrontation avec la mort, une perte d'intégrité physique, sexuelle ou morale. Voilà. Pour vous présenter l'épidémiologie du trouble de stress post-traumatique en population générale, je vais m'appuyer notamment sur 5 enquêtes que je vais vous présenter brièvement. Une enquête américaine des années 90 menée aux États-Unis, c'est la seule qui se base sur les critères du DSM-3 révisé. Ensuite, une enquête européenne qui a été menée au début des années 2000 chez 21 000 sujets, s'appuyant sur le DSM-4, et les sujets étaient des adultes majeurs. Une enquête australienne chez plus de 10 000 participants dans la fin des années 90, idem qui s'appuie sur le Composite International Diagnosis Interview, basé sur les critères du DSM-4. Une enquête française regroupant plusieurs... en fait, l'enquête SMPG, c'est des enquêtes qui ont été menées au niveau régional, et l'étude sur laquelle je me base regroupe plusieurs enquêtes régionales avec un échantillon de 36 000 patients qui ont été réalisées dans les différentes régions de France et d'outre-mer. Et enfin, une enquête internationale menée par les États-Unis qui regroupe presque 51 000 personnes avec le questionnaire CIDI basé sur le DSM-4. En fait, cette dernière enquête, c'est la plus grosse avec le plus grand échantillon de personnes et qui regroupe des pays à différents revenus. Là, je vous présente un tableau qui parle de la prévalence de l'exposition aux événements traumatiques en fonction des différentes études que je vous ai montrées. Donc, on voit qu'il y a une assez grande variabilité. La plus faible prévalence est retrouvée par l'enquête française SMPG, qui retrouve 30,2% de la population. Donc, la réserve, c'est que c'est une enquête seulement nationale. Et pour les enquêtes internationales, on voit que la prévalence, elle est plutôt entre 55 et 70% de prévalence. Les enquêtes et les études que j'ai trouvées retrouvent de manière assez consensuelle que les hommes sont plus exposés que les femmes aux événements traumatiques. Là, je vous ai présenté les chiffres retrouvés dans la NCS et dans l'étude européenne, 60,7 contre 51,2 ou 67 contre 60. C'est à peu près tout le temps dans ces ordres de grandeur. Ce pas des différences énormes, mais qui sont quand même significatives. Les événements traumatiques les plus fréquemment retrouvés dans les enquêtes en population générale, c'est les accidents à risque mortel, les catastrophes naturelles, les incendies, inondations, tremblements de terre, ou alors voir quelqu'un être battu ou tué. Il y a une différence de distribution entre les hommes et les femmes en ce qui concerne les événements traumatiques. Chez les hommes, on retrouve plus d'agressions physiques, de combats ou de menaces de mort, et chez les femmes, on retrouve beaucoup plus de viols, d'agressions sexuelles et de maltraitance dans l'enfance. Là, je vous ai fait un petit tableau qui liste les événements traumatiques les plus retrouvés en fonction des études. Il n'y a pas vraiment beaucoup de variabilité entre les différents papiers. L'enquête internationale de 2017 retrouvait que les femmes étaient plus susceptibles de subir des violences sexuelles.
que les hommes rapportent plus d'accidents et que les traumatismes impliquant de la violence et des accidents sont plus susceptibles d'être vécus lors de l'adolescence et chez les jeunes adultes en comparaison aux autres catégories d'âge. Il y a quelque chose que j'ai trouvé intéressant, c'est que les personnes qui rapportent au moins une exposition à un événement traumatique sont en fait exposées à plusieurs événements traumatiques dans la majorité des cas. Dans les différentes études que j'ai lues, c'était toujours supérieur à 50%. Là, je vous ai mis un petit tableau qui reprend les chiffres retrouvés par l'enquête NCS, qui montre qu'il y avait 47% des personnes exposées à un événement traumatique qui rapportaient une seule exposition, un quart qui en rapportait deux, presque 13% qui en rapportaient trois et 15% qui en rapportaient plus de trois. Et les distributions étaient à peu près pareilles dans les différents papiers que j'ai trouvés. L'étude menée avec les données de l'enquête internationale de 2017 montrait un chiffre assez frappant, c'est qu'en population générale, ils ont calculé qu'ils avaient retrouvé une moyenne de 2 types d'événements traumatiques. Donc un type d'événement traumatique, c'est un type, par exemple, c'est catastrophe naturelle, un deuxième type, c'est une agression physique, un troisième type, ça pourrait être la mort d'un proche de manière inattendue. Donc en moyenne 2 types par personne en population générale et 3,2 événements traumatiques en vie entière par personne dans la population générale. Et chez les gens qui rapportaient au moins une exposition, ils avaient retrouvé 3 types d'événements et 4,6 événements. En ce qui concerne la prévalence du trouble de stress post-traumatique, maintenant, je vous présente un tableau similaire au précédent, mais qui reprend les prévalences. Et on retrouve dans les études internationales, donc dans la plus importante, on retrouve 1,1% de la population générale dans les 12 derniers mois. En vie entière, l'enquête NCS menée en 95 avec le DSM-3 révisé trouvait une prévalence de 7,8%. Et c'est beaucoup plus que toutes les autres prévalences retrouvées par les autres enquêtes. Donc, qu'est-ce qui pourrait expliquer ça? Peut-être la méthode différente de diagnostic du DSM-3 révisé, peut-être le fait que ce soit en vie entière et que les autres, c'est dans les 12 derniers mois. Peut-être la méthode d'entretien, la méthode de recueil aussi qui peut faire varier les prévalences. Donc, en population générale, on peut voir que entre la NCS et la WMH Surveys, on peut dire qu'on est entre 1,1 et 3,5 dans les pourcents de la population dans les 12 derniers mois. Il y a quelque chose qui me paraît important, c'est que quand on parle d'événements traumatiques, en fait, ils n'ont pas tous le même risque de conduire un trouble de stress post-traumatique après l'exposition. Il y avait des auteurs qui ont retrouvé que suite à n'importe quel événement traumatique, on a une probabilité de 4% de développer un trouble de stress post-traumatique. Dans une autre étude, il y avait un chiffre qui était proposé à 9,2. En fait, ce qui a été assez bien montré, c'est que c'est le viol et les agressions sexuelles qui sont les plus pourvoyeurs. Moi, j'ai trouvé une étude prospective qui avait recruté les enfants aux États-Unis lors de leur entrée au CP et qui faisait un recueil de données lors de leur entrée à la faculté et qui retrouvait que 40% des personnes qui avaient été violées développaient un trouble de stress post-traumatique. Dans l'enquête internationale WMH Survey, c'était 20% le chiffre. En tout cas, c'est beaucoup plus que les accidents de voiture ou que la mort inattendue d'un proche. Voilà, là, je vous ai mis un petit peu. Donc, l'étude européenne trouvait un odds ratio de 9 pour le viol par rapport aux autres événements traumatiques. Et l'étude internationale WMH Surveys montrait qu'il y avait 20% de chances de faire un PTSD après un viol, 12% après une violence par un partenaire intime, 11% après un kidnapping et 10,5% après une agression sexuelle. Voilà, pour reprendre un petit peu ce que j'expliquais avec la différence dans le risque conditionnel, dans le risque de développer un trouble après une exposition à un événement, c'est que les événements qui impliquent des risques les plus importants ne sont pas forcément les plus fréquents. Les plus fréquents, c'est les accidents, les morts inattendues d'un proche, et c'est pas ceux qui
qui conduisent au développement de plus de troubles. Un bon exemple du risque énorme de développer un trouble de stress post-traumatique après un événement important, c'est l'étude Impact qui a été menée à la suite des agressions, des attaques terroristes de 2015 en Île-de-France et qui retrouvait qu'à 6 mois après l'attaque, les personnes directement ou indirectement exposées à ces événements, il y avait 20% de cette population qui présentait un trouble de stress post-traumatique. Et bon, c'est pour montrer qu'un événement qui est important en intensité, en type d'événement, il conduit à des troubles de manière beaucoup plus importante. Un autre point qui me semble important, c'est la récurrence de l'événement traumatique. On a vu tout à l'heure qu'il y avait 50%, plus de 50% des gens qui avaient été exposés à un événement qui sont en fait exposés à plusieurs événements. Depuis les études qui ont été faites sur les vétérans d'Irak et d'Afghanistan, on sait que la récurrence des événements traumatiques entraîne comme un effet de dose-réponse. Il a été montré que le nombre de combats et leur sévérité augmentait le risque de développer un trouble de stress post-traumatique. Et les études en population générale montrent que selon le nombre d'expositions, c'est pareil. Il y a plusieurs études qui ont étudié les populations de 4 événements et plus contre 3 et moins ou 1 événement. Et en fait, les 4 et plus présentaient tout le temps plus de risques, déjà une prévalence accrue de troubles de stress post-traumatique et plus de dysfonction au travail, à la maison et dans la vie sociale en général, des troubles qui commençaient à un âge plus jeune et plus de comorbidité psychiatrique. Un dernier point, c'est que les gens exposés à plus d'événements traumatiques ont des troubles plus longs et plus complexes et peut-être qu'ils échappent au diagnostic du DSM-5 en termes de troubles de stress post-traumatique. Voilà, la question, c'est est-ce qu'il n'y a pas plus de traumas complexes aussi qui ne sont pas diagnostiqués par les enquêtes en population générale. Là, j'ai préparé aussi, je vous ai présenté aussi les données que j'ai trouvées en ce qui concerne la durée des troubles. La durée des troubles, elle n'est pas tout à fait facile à présenter dans le sens où il y a des études qui questionnent la durée des symptômes, des études qui questionnent la durée du trouble de stress post-traumatique tel qu'il est diagnostiqué par les outils CIDI, MINI et tout. Du coup, les choses ne sont pas forcément très représentatives. Mais là, je vous ai montré les principales. Donc, ce qui est intéressant, c'est que la durée moyenne d'un trouble de stress post-traumatique, là, je vous ai mis la durée moyenne du trouble, mais c'est des symptômes du trouble de stress post-traumatique. Donc, ce n'est pas forcément tel qu'il est diagnostiqué par le DSM. Chez les personnes qui ont 3 événements ou moins, elle est de 12 ans. Et la durée moyenne du TSPT chez les personnes qui ont 4 événements ou plus, elle est de 23 ans. Donc ça, j'ai trouvé ça énorme, ce doublement de la durée moyenne. Après, l'enquête américaine NCS de 1995 retrouvait qu'à 5 ans, il y avait 2 tiers des personnes qui étaient rétablies et que la durée médiane du trouble de stress post-traumatique était de 3 ans. Donc eux, ils semblent beaucoup plus modestes en termes de durée. Et l'enquête internationale trouvait une durée moyenne des symptômes de 6 ans. Et moi, la remarque que je me suis faite, c'est durée moyenne des symptômes, c'est 6 ans, et on voit qu'il y a des durées qui vont jusqu'à 23 ans chez les personnes 4 événements et plus. Et je n'ai pas tracé de courbe et je n'en ai pas vu, mais j'ai l'impression qu'en fonction du nombre d'événements, on pourrait tracer comme une exponentielle en fait en termes de durée. Il y avait une donnée que j'ai trouvée qui était intéressante, c'est que les troubles de stress post-traumatique qui impliquent un événement qui est partagé par une communauté, par exemple les catastrophes naturelles, se rétablissent mieux que les troubles de stress post-traumatique associés à un événement individuel, comme une maladie grave. Ça corrobore ce qui a été trouvé dans les études qui montrent que un des facteurs les plus importants dans le rétablissement du TSPT, dans la réduction du risque d'en développer un suite à un événement traumatique, c'est le soutien et le support social qu'on a en pré, péri et post-exposition aux événements traumatiques. Un dernier point sur la cinétique des troubles. Généralement, le TSPT, il commence
quelques mois, enfin dans les premiers mois après l'exposition. On parle d'un début tardif quand c'est après 6 mois après l'exposition. Et en fait, il y aurait 32% des TSPT à début tardif qui sont en fait des exacerbations de symptômes antérieurs et 15,3% qui sont des réactivations. Tout ça pour dire que les TSPT à début tardif qui n'ont jamais été symptomatiques avant de pouvoir diagnostiquer l'ensemble du trouble sont assez rares. Un petit point sur les différences entre les hommes et les femmes. Toutes les études que j'ai trouvées montrent que les femmes sont moins exposées aux événements traumatiques, mais présentent jusqu'à 2 fois plus de troubles de stress post-traumatique en fonction des études. J'ai trouvé plusieurs pistes d'explication dans les différents papiers. Une première explication pourrait être que les femmes sont plus victimes de viols et d'agressions physiques et que l'on a vu que ce sont les événements qui sont les plus associés aux troubles de stress post-traumatique. Il y avait l'enquête australienne que j'ai montrée, que je vous ai présentée au début, qui, prenant en compte le nombre d'événements et le type d'événements, ne retrouvait plus le genre comme un facteur de risque de développer un trouble de stress post-traumatique après une exposition. Donc, ça montre que la distribution du type d'événement peut contribuer à expliquer cette différence. Une deuxième explication, les femmes sont plus jeunes, selon les études, lors de la première exposition aux événements traumatiques. Et la question, c'est est-ce que l'âge jeune pourrait être un facteur de risque de développer un trouble de stress post-traumatique plus que quand on prend de l'âge. Une troisième piste pour expliquer cette différence, c'est que les femmes auraient un sentiment de menace et de perte de contrôle de manière plus importante que les hommes suite à l'exposition à un événement traumatique. Et en fait, ce sentiment de menace et de perte de contrôle a été on a trouvé une corrélation avec le risque de développer un trouble de stress post-traumatique à l'issue de cette exposition. Ça, c'est une troisième chose qui peut expliquer la différence. Une quatrième, c'est que les femmes présentent une prévalence plus élevée de troubles de l'humeur et de troubles anxieux préexistants, et qu'avoir un trouble de l'humeur ou un trouble anxieux préexistant à une exposition traumatique est un facteur de risque de développer à la suite un TSPT. Voilà. Et enfin, il y a un risque attribuable aux événements traumatiques de développer un trouble de stress post-traumatique qui fluctue en fonction du genre. Là, je vous ai mis 2 camemberts juste pour le représenter, qui vont à l'encontre de ce que j'étais en train d'expliquer, parce que ces camemberts montrent qu'après un viol, les hommes ont plus de chances de développer un trouble de stress post-traumatique. Mais est-ce qu'il n'y a pas des événements traumatiques qui ont un risque plus important pour les femmes que pour les hommes? Ça, c'est la question. Moi, j'avais vu un papier qui suggérait que les violences physiques étaient sujettes à plus de troubles de stress post-traumatique chez les femmes que chez les hommes. En ce qui concerne l'âge, c'est pas. J'ai trouvé les revues de littérature ne concluent pas que l'âge est un facteur de risque franc de développer un trouble de stress post-traumatique. Ce qui est montré, c'est qu'il y a des différences de distribution d'événements traumatiques. Le jeune âge expose à davantage de violences interpersonnelles et de violences sexuelles. Et en fait, les catégories d'âge où on retrouve la prévalence la plus importante d'événements traumatiques, c'est les âges intermédiaires, entre 25 et 54%. Il n'y a pas d'études qui montrent consensuellement une catégorie d'âge qui présente le plus de troubles de stress post-traumatique. Ce qu'on sait, c'est que les personnes qui ont 4 événements et plus ont un âge de début des troubles plus jeune et un trouble plus long. Il y avait quelques hypothèses que j'ai relevées. Est-ce que avec l'âge, oui, ce que j'ai pas dit, c'est que avec l'âge, forcément, on vit plus, donc on est exposé à de plus en plus d'événements traumatiques qui peuvent s'accumuler. Et l'enquête NCS de 95 avait trouvé ça. Est-ce que face à cette accumulation avec la vie d'événements traumatiques potentiels, l'insertion sociale que l'on se fait et la construction de la vie que l'on fait n'intervient pas comme un facteur de protection qui contrebalance cette accumulation de risques? Ça, c'est une question que je pose. Et la deuxième question, c'est est-ce que le jeune âge n'expose pas à des prises de risques et à une vulnérabilité psychique
qui pourrait augmenter le risque et d'événements traumatiques et de troubles de stress post-traumatique, même si ça ne ressort pas dans les études en population générale. Un petit point sur la situation maritale. Les enquêtes retrouvent presque consensuellement que chez les personnes qui vivent en couple, il y a moins d'exposition aux événements traumatiques que chez les personnes qui sont séparées, seules ou veuves et veuves. L'enquête internationale, c'est WMH Surveys, retrouvait que le fait d'être marié, c'était le facteur qui conférait le risque le plus réduit de développer d'être exposé à un événement traumatique. En ce qui concerne la prévalence du trouble de stress post-traumatique, c'est pareil. L'enquête NCS de 95 retrouvait un autre ratio entre 0,5 et 0,9 chez les personnes mariées ou en couple contre les personnes divorcées, séparées ou célibataires. Voilà, il y avait une revue de littérature qui suggérait que l'exposition est 2 fois plus importante chez les célibataires que chez les personnes en couple. Et est-ce que cet effet n'est pas en lien avec le support social encore qui intervient comme un facteur de protection? C'est la question c'est l'hypothèse. Le niveau d'étude n'est pas consensuellement retenu comme un facteur de risque de protection du trouble de stress post-traumatique. Il y a des études qui montrent qu'il y aurait une différence de distribution des événements traumatiques avec un faible niveau d'éducation qui est associé à un risque plus élevé pour certains événements traumatiques comme la violence, les accidents ou les catastrophes naturelles, mais pas pour tous, comme la mort d'un proche qui n'était pas associé au niveau d'études. Voilà, les conditions socio-économiques et la précarité. Donc, c'est-à-dire que les difficultés matérielles sont un facteur de risque de développer un trouble de stress post-traumatique, que les difficultés, les inconvénients et le stress liés aux conditions socio-économiques faibles contribuent à l'émergence de troubles psychiatriques et ne renforcent pas le fait de développer du support social et donc entraînent moins de chances de se rétablir. Voilà, j'ai pas beaucoup plus de choses à dire sur cette partie. Les enquêtes internationales ne retrouvaient pas de grosses différences avec le revenu familial dans la prévalence du trouble de stress post-traumatique. Il y a des différences entre les pays en termes d'événements traumatiques. J'ai en tête les pays qui sont soumis à des régimes autoritaires et qui peuvent être soumis à plus d'événements traumatiques qui concernent par exemple de la torture. C'était le cas des pays Indochine, Vietnam, Cambodge, qui étaient admis dans les cliniques françaises et qui retrouvaient beaucoup d'expositions à la torture et beaucoup de troubles de stress post-traumatique. Donc ça, c'est pour les différences géographiques. L'enquête internationale retrouvait une prévalence du trouble de stress post-traumatique plus importante dans les pays à haut revenu que dans les pays à faible revenu. Et voilà, quelle pourrait être l'hypothèse pour expliquer ça? Moi, je ne sais pas très bien. Je ne sais pas très bien, on pourra en discuter. Presque un dernier point sur la migration. Il y a plusieurs études qui retrouvent que les réfugiés sont un groupe à risque de développer un trouble de stress post-traumatique. Il y avait une méta-analyse chez des migrants qui montrait une prévalence de 47% en vie entière. Et j'ai trouvé une étude très intéressante qui montrait que la longue distance lors du parcours migratoire pourrait être un facteur de risque aussi de troubles de stress post-traumatique. Ça comparait les migrants syriens qui allaient soit au Liban, soit au Danemark. Et ceux qui allaient au Danemark avaient une prévalence beaucoup plus importante. Donc, l'hypothèse, c'est le parcours migratoire qui pourrait être exposé à beaucoup d'expositions à des événements traumatiques. Les enquêtes en population générale ne retrouvent pas de différence. Et moi, mon hypothèse, c'est qu'elles ont toutes des règles d'exclusion, des critères d'exclusion qui disent qu'on n'interroge pas les personnes sans domicile fixe en institution ou hospitalisées. Et est-ce que parmi les sans domicile fixe, les personnes qui vivent en institution ou les personnes hospitalisées,
est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont des troubles de stress post-traumatique et qui représentent des catégories socio-démographiques qui pourraient être intéressantes à montrer en population générale. Voilà. Et le facteur de protection, j'en ai à plusieurs reprises, mais c'était le soutien social. Il est retenu comme un facteur majeur en termes de réduction du risque de développer un trouble de stress post-traumatique après une exposition et un facteur de rétablissement aussi très important et qui a parfois plus d'impact en fait que les facteurs très comment dire que les facteurs de risque qui interviennent avant le développement du trouble de stress post-traumatique. Du coup, le message clé que je voudrais passer, c'est en consultation, quand on a un doute ou quand on diagnostique un trouble de stress post-traumatique, les questions qu'on pourrait se poser, c'est l'évaluation du soutien social, qui pourrait donner un aperçu du rétablissement et comment faire pour augmenter ce soutien social s'il est pauvre ou inexistant. Quel type d'événement traumatique est intervenu? À quelle intensité? Combien de fois? Quel âge avez-vous lors de l'exposition à l'événement? Avez-vous des comorbidités? Et l'antécédent migratoire, l'antécédent, la longueur du parcours, la durée du parcours. Il y a quelque chose dont je n'ai pas parlé, mais l'enquête santé mentale en population générale menée chez les 36 000 patients de France métropolitaine et d'outre-mer retrouvait 6 fois plus de risques suicidaires moyens à élever chez les personnes présentant un trouble de stress post-traumatique qu'en population générale. Donc ça me semble très important d'avoir en tête aussi la question du risque suicidaire quand on voit une personne qui présente un trouble de stress post-traumatique. Voilà. Et je vous propose quelques petites choses culturelles. Un livre que j'ai beaucoup aimé qui s'appelle Archives du Nord de Marguerite Yourcenar. La conception du trouble de stress post-traumatique, elle a été en fait les Européens ont commencé à concevoir le trouble de stress post-traumatique suite à l'avènement du train à vapeur. Et il y a eu énormément d'accidents avec beaucoup de personnes traumatisées. Et en fait, Marguerite Yourcenar décrit le cas d'un de ses aïeux qui a été exposé à un accident de train et qui développe des phénomènes de reviviscence. Ensuite, un autre roman, Mrs. Dalloway de Virginia Woolf, où il y a un homme qui est revenu de la guerre et qui a des comportements très instables et avec des phénomènes hallucinatoires en lien avec des traumatismes de guerre. Et ensuite, deux films à l'Ouest, rien de nouveau, parce que je trouve qu'il y a des séquences rapprochées de personnages qui montrent un visage qui fait vraiment, on a vraiment l'impression de voir quelqu'un de dissocié suite à une exposition. Et Full Metal Jacket aussi pour la scène de fin qui est en photo que je vous laisserai découvrir si vous êtes curieux de regarder le film.